Madame le député, Messieurs les députés, je voudrais commencer par vous adresser un grand merci à vous tous de la part de tous ceux qui ont suivi ces débats au Parlement pour le courage et l'opiniâtreté dont vous avez témoigné dans un contexte extraordinairement difficile qui était un premier contexte de crise. En même temps que je vous remercie, je voudrais aussi vous encourager parce que je ne perds pas l'espoir que vos collègues sénateurs, pris par un zèle alimenté par tous ceux qui leur envoient des arguments, voteront, à défaut de rejeter totalement ce texte, que j'espère toujours, voteront au moins des amendements différents de ceux qui ont été adoptés par le Parlement, de sorte que vous aurez à remettre le couvert, si je puis dire, et à nouveau vous battre pour que nous puissions peut-être obtenir je ne sais pas quoi, un sursaut de conscience du président de la République. Dans ce contexte de crise, c'est bien une crise des consciences dont nous parlons. Pour tout vous dire, j'ai été invité à un petit déjeuner au Parlement, très précisément jeudi de la semaine dernière, par Hervé Mariton, qui a été très en pointe, évidemment, sur ce sujet. On l'a vu beaucoup. Et on avait eu l'occasion de se rencontrer déjà. Et c'était donc jeudi la semaine dernière. Le Parlement avait voté. Et Hervé Mariton m'avait invité pour me dire, je sais que les AFC ont été très actifs dans ces manifestations, dans ce travail auprès des parlementaires, etc. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous seriez capable d'organiser des états généraux de la famille? Et donc, je suis très heureux de me retrouver ici, dans le diocèse de Toulon, où cette idée a germé, avant même de germer dans l'esprit d'Hervé Mariton, grâce à l'Observatoire politique. Et donc, je suis très heureux d'inaugurer ces états généraux avec vous, en imaginant qu'ils vont se multiplier parce que le sujet intéresse et parce que le sujet est grave. Il se situe, et c'est le titre de cet exposé, dans une situation de crise. Peut-être d'ailleurs aurait-on pu, à défaut de mettre un S à situation, mettre un S à crise. Nous sommes dans une situation de multiples crises et depuis fort longtemps, au point d'ailleurs qu'on ne sait plus quel élément de ces multiples crises est cause ou conséquence des autres. Et naturellement, la famille n'échappe pas à ce contexte. Retrouver l'origine de tout ça est difficile. Je pense quand même que tous ceux qui se sont penchés sur la théorie du gender en ont quelques soupçons. Il s'agit bien, pardon, de remettre la propriété de ces mauvaises idées réellement à leurs origines, qui sont la Révolution française, la mort du Père et la mort de Dieu. Nous n'en avons pas fini avec cette histoire. Le gender est une résurgence de cette affaire qui a été naturellement théorisée par les Américains, mais c'est quand même, hélas, il faut le reconnaître, un apport initial des Français. Et cette affaire nous revient en pleine figure au moment probablement où nous nous y attendons le moins. Nous vivons en Europe où on a identifié deux éléments majeurs de cette crise de l'humanité. Le premier qui est l'apparition d'un désert démographique, et ça a été évoqué tout à l'heure, désert démographique en moyenne dans toute l'Europe, on ne renouvelle pas les générations, et d'ailleurs, dans des pays dont les situations sont extraordinairement différentes. Vous avez cité l'Allemagne et l'Italie, deux pays où les mœurs, les habitudes, les situations économiques sont extrêmement différentes. L'un et l'autre vivent un désert démographique important. L'Espagne aussi. Dans les pays de l'Est, c'est également assez différencié. Récemment, on a vu que les Russes étaient venus en France, la Russie n'est pas partie de l'Europe, enfin, elle fait partie du Conseil de l'Europe, était venu en France pour essayer de dire mais enfin, on ne comprend pas, nous on n'arrête pas de souhaiter que les familles fassent des enfants, comment est-ce que vous avez fait pour qu'en France ça se passe quand même? Puisque nous, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas d'encourager, hein, mais ça ne se passe pas. Il y a donc
Premier élément de cette crise de l'humanité, désert démographique dans un ensemble qui était fait pour la paix et pour la prospérité. Deuxième élément de crise, crise de l'éducation et de la transmission des valeurs. Tous les pays européens se préoccupent gravement de l'incapacité dans laquelle nos sociétés se sont mises de transmettre des valeurs, d'éduquer leurs enfants. Et c'est naturellement quelque chose qui frappe toutes les familles, y compris les familles françaises. Il n'est pas une famille française, comme il n'est pas une famille européenne, où, à un moment donné de son histoire familiale, on regrette que tel ou tel enfant n'ait pas bénéficié, à un moment donné, d'un apport, d'une transmission qui aurait changé le sens de sa vie. Il lui aurait permis d'éviter de courir vers des paradis perdus où Dieu sait que les conséquences sociales sont considérables, préoccupantes, qu'il s'agisse de la montée de la délinquance, de la montée de la drogue, contre laquelle, pardon de le dire, les pouvoirs politiques restent extrêmement timides. Je pense pour ma part qu'un sujet comme celui-là mériterait d'être attaqué par une déclaration de guerre. Nous devrions déclarer la guerre à la drogue et attaquer la drogue et avec les moyens de la guerre, c'est-à-dire en allant jusqu'au bout, ce qu'on ne fait jamais, parce qu'on reste toujours limité par les deux sujets qui nous entravent en permanence, qui sont le souci égalitaire, et j'y reviendrai naturellement à propos de ce projet de loi, et la démocratie, dont il est, je crois, pas idiot de dire qu'elle est aussi en crise et que le modèle, la façon dont nous avons vécu la démocratie, touche aujourd'hui un peu ses limites. Sur le fond de ces deux éléments importants de crise, la famille elle-même est en crise, la politique est en crise, l'idéologie est en crise. Et je vais successivement examiner ces trois questions pour apporter un début d'éclairage aux sujets qui seront traités avec une grande compétence par les professeurs que je suis très heureux de rencontrer ici, M. Lecaillan et M. Bichot, qui nous diront un peu plus sur la réalité de l'apport social de la famille, sur la façon dont elle se nourrit et elle nourrit la société. Vous aviez dit en commençant que la famille était une institution antérieure à toutes les autres, antérieure à l'État, et on voit bien aujourd'hui qu'il prend sa revanche, puisque on en arrive à imaginer que c'est à l'État de définir la famille. Pourquoi sommes-nous dans cette situation ? En effet, parce que la famille traditionnelle, celle que nous avons tous dans le cœur et dans l'esprit, est en crise, elle l'est depuis longtemps, elle l'est sans y avoir pris garde. Et pourtant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la France a eu la chance, peut-être avant d'autres pays, de comprendre quelle était l'importance de la réalité familiale pour le développement du pays en général. C'est il y a plus d'un siècle que se sont créées de façon spontanée des associations familiales, et non pas par une idée parisienne qui aurait ensuite cherché ses relais en province. Non, de façon spontanée, dans toute la France, il s'est créé des associations familiales il y a plus d'un siècle, c'est-à-dire au moment, d'abord où on a eu le droit de créer des associations, mais surtout au moment où d'aucuns imaginaient que l'évolution de l'économie, l'évolution de la société, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, allait conduire à de plus en plus d'individualisation des droits, au détriment peut-être de ce qui faisait la compréhension générale et naturelle, qui était l'insertion dans sa famille. Naturellement, tout ça sur fond d'industrialisation qui ont conduit les gens des campagnes, qui, dans un monde agricole, vivaient en famille au développement de l'exploitation familiale, les ont conduits à aller en ville, à se séparer, à accéder à la formation, à l'éducation, et donc à perdre cette proximité du milieu familial sans même s'en rendre compte. Cette individualisation des droits
en effet, n'a pas manqué d'arriver. Elle s'est faite au détriment des revendications d'ordre familial et plus collectif, et elle s'est faite au détriment de la dimension sociale de la famille. Pour autant, la France a résisté un bon moment à ce mouvement et nous avons encore quelques atouts. Les traces en sont notre politique familiale encore aujourd'hui. Quand le général de Gaulle, après la guerre de 40, a eu la lourde responsabilité de reconstruire le pays, au fond, pays dont il considérait que la défaite était en partie liée au jeu politicien de la 4e République, qui ne permettait plus de rejoindre les aspirations réelles du peuple. C'était 1945. Nous ne sommes pas très loin de cette situation. Le général de Gaulle a voulu qu'au-delà de la représentation parlementaire, au-delà de la politique qui serait évidemment nécessaire dans un régime démocratique, on puisse donner au moins un pouvoir d'influence et de conseil à des gens qui pourraient représenter les Français dans les deux dimensions qui paraissaient encore pour tout le monde essentielles à leur vie, qui sont leur travail et leur famille. Et c'est comme ça qu'ont été créés les syndicats dits représentatifs pour représenter les Français du monde du travail, et puis les associations, l'union des associations familiales pour représenter les Français dans cette dimension familiale qui faisait l'objet d'un très large consensus. Tellement d'ailleurs qu'en même temps que De Gaulle a donné un réel pouvoir institutionnel aux syndicats, il leur a donné à eux tous, mais chacun de façon séparée, car leur union n'était déjà à l'époque pas possible. Alors qu'il a été facile de proposer aux associations familiales de se regrouper sous la bannière unique de l'UNAF, à qui on a donné le pouvoir institutionnel de conseiller les pouvoirs publics en matière familiale. Et c'est comme ça que, prenant le relais de la création des allocations familiales, dont l'initiative remontait au patronat dans les années 1920, mais qui avait été étendue en 1938, s'est progressivement bâtie la politique familiale de la France, qui reste encore aujourd'hui un atout important parce qu'il exprime la volonté collective de soutenir les Français dans la dimension familiale de leur vie, ce que d'autres pays n'ont pas fait et regrettent, et c'est pour ça que les uns et les autres viennent vanter la politique familiale de la France, effrayés qu'ils sont par le désert démographique qui les attend et qui pose naturellement des problèmes économiques considérables. Mais là n'est pas le seul enjeu, vous vous en doutez bien. Notre politique familiale, qui s'appuie sur 4 piliers, le premier qui sont les allocations familiales versées sans condition de ressources, le deuxième qui est l'avantage fiscal lié au quotient familial, qui exprime cette compréhension que immanquablement une famille avec enfants a une capacité contributive aux dépenses de la nation inférieure aux autres, et j'attire votre attention sur le fait que cette originalité n'est pas répandue dans toute l'Europe. Un certain nombre de pays pratiquent le quotient familial, mais pas tous. Et en particulier, même pas l'Italie. Il y a quand même des choses qui s'expliquent. Le troisième, ce sont des allocations sous conditions de ressources qui ont été mises en place progressivement pour compenser le fait que les familles les plus pauvres ne bénéficiaient pas de l'effet du quotient familial, et il y a donc beaucoup d'erreurs sur ce sujet-là. Et puis le quatrième sujet qui sont les services proposés aux familles. Notre politique familiale comporte ces 4 piliers qui sont un équilibre. La crise qui est entretenue aujourd'hui est en train aussi de conduire à un grignotage systématique de cet équilibre difficile. Alors comment s'exprime dans les chiffres la crise de la famille, et encore une fois, cause ou conséquence de toutes les autres, d'abord par la diminution relative
du nombre de mariages. Je dis relatif parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu une période de baisse importante, il y a maintenant une stabilisation, et même d'ailleurs en 2012, un accroissement du nombre de mariages, avant même la loi sur le mariage pour tous, ce qui est quand même un pied de nez au gouvernement. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même 4000 mariages de plus en 2012. En réalité, le groupe de chiffres qui nous incite à une action assez déterminée sont, premièrement, les résultats des sondages faits auprès des jeunes, en France, mais il faut le dire pas seulement en France, partout en Europe et même partout dans le monde, y compris dans les pays où on ne mange pas à sa faim, les sondages montrent que les jeunes placent au sommet de leurs aspirations la réussite de leur vie conjugale. Je dis bien conjugale, même pas familiale. Les jeunes rêvent encore aujourd'hui, malgré le matraquage, d'une vie familiale durable. Deuxième série de chiffres, naturellement, l'augmentation des chiffres du divorce. À peu près 134 000 divorces par an pour 240 000 mariages. C'est ce qui fait dire qu'un mariage sur 2 divorce, c'est quand même faux, parce qu'il faut bien savoir sur quoi on fait les opérations. Il y a, pour une même année, la moitié du chiffre des mariages dans les divorces. Mais ce n'est évidemment pas les gens qui divorcent la même année. Donc cette idée de 50% est fausse. Mais quand même, elle est répandue. Et donc elle entretient ce sentiment de crise. Et d'ailleurs, bonne surprise, là aussi, peut-être un petit pied de nez à Madame Taubira, cette année, pour la première fois depuis longtemps, le nombre des divorces a diminué. Mais n'empêche, c'est considérable. Et en fait, probablement tout est parti de là. J'entendais l'autre jour M. Badinter expliquer que le mariage pour tous n'était finalement qu'une conséquence très logique et quelque chose d'absolument naturel, évident, qui n'aurait pas mérité qu'on sait que le vrai sujet qui était la véritable révolution, il n'a pas eu peur de parler de ce mot, c'était l'instauration du Pacs. Et je pense quant à moi que c'est faux. Le vrai sujet, la vraie révolution, c'était l'instauration du divorce. Parce que depuis que le divorce est en place, on ne peut plus rattraper grand-chose. Sauf un sursaut des consciences, dont j'espère bien en effet qu'il est en train de voir le jour. J'ai rencontré l'autre jour, et ça me terrifie aussi, ça nous incite à agir, un président du DAF, qui est un monsieur très âgé, mais encore très jeune et très dynamique, et qui me dit « mais je suis effrayé parce que pour la première fois, j'entends des jeunes qui voient bien, ou qui pensent l'avenir terriblement bouché, j'entends des jeunes me dire « vous avez de la chance d'être vieux ». Alors si on n'est pas dans une situation de crise multiforme, je voudrais bien savoir de quoi il s'agit. Quand des jeunes disent à des personnes âgées « vous avez la chance d'être vieux », ça veut bien dire qu'ils voient notre société incapable de leur offrir des perspectives répondant à leurs aspirations, et pourtant ces aspirations, ils les ont vraiment. Président, je vais vous demander de parler un petit peu plus fort, parce qu'on me fait signe que du fond de la salle, on a des difficultés. Voilà, donc si vous pouviez parler un petit peu plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, alors évidemment, si je me rapproche et qu'en plus je parle plus fort, ça a toute chance de marcher. Parmi ces chiffres qui révèlent les difficultés de percevoir la vie familiale comme fondée sur le mariage propre à assurer l'avenir et le bonheur des gens, il y a tout de même quelque chose d'assez rassurant et qui est contraire aux idées colportées. Par exemple, 71% des mariages sont des premiers mariages. Et donc quand on nous dit non, la majorité c'est des remariages, c'est des familles recomposées, etc. Non, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que la tendance est mauvaise. Mais ce qui est vrai, malgré ça, c'est que encore aujourd'hui, par exemple, 76% des enfants vivent avec leurs 2 parents en France. Donc quand on nous dit que la norme, ce sont les recompositions familiales, que la norme, c'est les familles homoparentales, eh ben, ça n'est pas juste.
Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Et pourquoi est-ce qu'on vit cette situation-là? Probablement, en effet, parce que, après une période de reconstruction, d'embellie, d'euphorie peut-être, on n'a pas pris garde à ce qui nous arrivait. Et naturellement, la période de croissance économique phénoménale qu'a connue la France, qui a entretenu tout le monde dans l'idée que nous avions trouvé le bon chemin, vous savez, ce vieux rêve de l'humanité de trouver des solutions éternelles, les figer pour toujours, alors que la réalité quotidienne montre bien que nous sommes en permanence dans des mouvements, dans des évolutions auxquelles il faut s'adapter. Quelqu'un disait la vie, c'est 10% ce qui vous arrive, 90% votre façon de l'apprendre. Mais il nous arrive plein de choses différentes, imprévisibles. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la joie, la beauté de nos existences. Et pourtant, malgré cette expérience que chacun peut avoir, nous voudrions toujours figer les choses dans des solutions définitives. Quelle prétention! On a cru donc que tout allait marcher, donc on n'a pas fait attention à ce qui nous arrivait. On ne s'est pas souvenu que cette évolution de la société allait conduire à une individualisation des situations. On ne s'est pas méfié de cet engouement phénoménal pour l'enrichissement. On ne s'est pas méfié de la façon dont on évacuait la mort. La mort a été, comme aboutissement de nos propres existences, totalement évacuée du paysage. On s'est beaucoup réjoui du jeunisme, et Dieu sait si ça a entretenu l'économie, chacun voulant rester jeune, encore une fois figer les choses, puisque c'est bien maintenant, surtout que ça ne bouge plus. En évacuant la mort, on ne savait plus où on allait, et comme, c'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi à la finalité de nos destins, et on n'a pas fait ni en famille, ni peut-être même en Église, encore que, on ne peut pas accuser l'Église d'avoir entretenu ce mouvement, mais peut-être de s'être réveillé un peu tard, une fois des pans entiers de nos existences déjà démolis par cette crise rampante. Et voilà que maintenant, on pense que ça n'a plus non plus beaucoup d'importance de savoir d'où on vient. Alors qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Renonçant à savoir d'où on vient, occultant l'idée de savoir où on va, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire entre les deux, à part consommer? Et consommer quoi? Ça n'a pas rendu l'homme heureux. Le problème de notre pays aujourd'hui, c'est que il est d'abord magnifique. Il a la chance d'être doté d'une belle nature, variée. Il est, en tout cas dans le sud de la France, assez ensoleillé, sauf peut-être aujourd'hui, ce qui compense la difficulté d'être réunis dans une salle alors que nous pourrions être dehors. Nous avons un pays qui a une histoire, nous avons un pays qui a une culture, qui a construit des chapelles romanes, des grandes cathédrales, qui a une campagne civilisée. Rien n'est plus magnifique que de surveiller la France dans un petit avion à 500 mètres d'altitude. On a tout pour être heureux, et pourtant, les Français sont les plus gros consommateurs mondiaux d'antidépresseurs et de neuroleptiques. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il nous est arrivé que nous avons simplement perdu pied. Et je reviens sur cette idée que nous ne sommes pas dans une crise, mais dans une crise multiple. Nous sommes dans une situation de multiples crises qui s'enchaînent les unes les autres. L'image pouvant être celle que avait donnée à propos de ce projet de loi un ami maire que j'avais emmené à l'audition au Sénat. Ça fait un peu penser à, vous savez, ces forestiers vosgiens qui descendent les montagnes ou les collines des Vosges, entraînant le bois coupé dans des petits chariots, et ils descendent sur des petits escaliers où la machine s'emballe de plus en plus vite. Ils essaient péniblement de retenir le tas de bois qu'ils ont sur... Et puis à la fin, tout s'écroule. On a l'impression qu'on en est là. On n'arrive plus à endiguer une évolution que nous n'avons pas maîtrisée, faute probablement à chacune de nos familles à prendre correctement les dimensions de sa responsabilité et en même temps de sa joie. Nous avons, derrière cette situation de crise des familles, attestée par les chiffres, et malgré l'espérance pour chacun d'y trouver son chemin de bonheur, cette affaire se situe aussi
sur un fond de crise politique. Quelle est la nature de la crise politique? C'est que je crois personnellement que nous arrivons un peu aux limites de la démocratie telle que nous l'avons vécue aujourd'hui. Et je pense que les députés pourront en témoigner mieux que moi, ayant assisté au débat au Parlement. Je dois vous dire, moi j'y suis allé pour la première fois. Je n'avais jamais assisté, c'est comme ça, à des débats au Parlement. Et j'ai mesuré là ce qu'était l'importance de la démocratie représentative. Parce que quand vous êtes un spectateur, vous êtes soumis à une discipline dont vous n'imaginez pas la rigueur. Vous voyez en dessous de vous les députés qui ont chacun leur bureau, leur place, mais enfin qui se déplacent, qui vont parler les uns avec les autres. Ils sont vraiment dans un lieu dont on voit qu'il devrait être fait pour le débat, et le débat qu'on peut rejoindre, dont on peut s'extraire. Vous en avez qui sortent, vous en avez qui reviennent, vous en avez qui viennent avec des papiers sans rapport peut-être avec le sujet, qui font leur courrier, qui arrivent avec leurs ordinateurs. C'est un lieu de travail et d'échange où tout est fait pour que les députés soient libres. Et vous, au-dessus, vous êtes dans des tribunes absolument pas libres. C'est-à-dire qu'avant d'entrer, on vous pique votre téléphone portable, on vous interdit d'avoir un ordinateur portable, vous n'avez même pas le droit d'avoir un papier, sauf s'il est en rapport direct avec ce qui est en train de se passer en dessous. Donc vous êtes d'abord conditionné, mais ce n'est pas seulement des recommandations. Une fois que vous êtes là, vous êtes installé dans des petits box où on n'est pas plus de 5 ou 6, et derrière vous, il y a un appariteur qui est charmant, ça il n'y a pas de doute, ils sont très corrects, très courtois, très aimables, mais extraordinairement autoritaires. Et si par hasard il vous voit lever un petit doigt ou un sourcil ou marquer un signe quelconque d'approbation ou de désapprobation, ce qui en l'occurrence était un peu le cas, vous êtes immédiatement, gentiment mais très fermement, rappelé à l'ordre. Tout ça pourquoi? Parce que nous vivons dans une démocratie représentative où, comme a dit Mme Taubira, une démocratie encadrée, là on voyait bien la menace, où tout est fait pour que les députés exercent leur liberté de conscience. Et donc vous devez être absolument neutre et ne pas faire quoi que ce soit qui puisse influer cette liberté de conscience des députés. Or, qu'est-ce qui s'est passé au Parlement à propos de ce projet de loi, qui est révélateur de la crise de nos institutions? C'est qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a même pas eu de confrontation. Il y a eu deux camps qui parlaient de façon différente et qui étaient chacun dans leur logique. Il n'y a pas eu la moindre recherche de consensus. On n'a pas cherché sur un problème posé que tout le monde comprend, on n'a pas cherché à trouver des solutions convergentes. Sinon, à l'évidence, les amendements déposés par les députés UMP sur l'union civile ou l'alliance civile auraient au moins fait l'objet d'une discussion. Non, c'était un refus. Brutal. Le pire de cette affaire, c'est que quand on va lire les statuts du Parti socialiste, on voit à l'article 5.4.1 un truc ahurissant, c'est dans les statuts du Parti socialiste. Les élus parlementaires du Parti socialiste sont tenus en toutes circonstances, on a même dit en toutes circonstances, à respecter les consignes de vote de leur groupe d'appartenance et la tactique du parti, ce qui est encore plus grave. En toutes circonstances et la tactique. Et la tactique. On voit bien dès lors que l'Assemblée ne peut plus être un lieu de débat, elle peut être un lieu de confrontation et d'affrontement, mais dont, à l'évidence, on connaît l'issue, d'ailleurs on la connaissait. Il s'est tout de même trouvé une dizaine, très exactement 10, de députés du Parti socialiste, dont 4 ont voté contre et 6 se sont abstenus à propos de ce projet de loi. Il faut un certain courage quand on sait qu'on a signé les statuts et que par ailleurs les menaces sur les personnes sont extrêmement fortes. C'est bien ce que, voyant, dans cette espèce de blocage de notre processus parlementaire et par conséquent de nos institutions politiques, que le Conseil économique et social et environnemental espérait bien pouvoir prendre la balle au bond et devenir ce lieu de débat. Jean-Paul Delevoye, le président du CESE, quand il était médiateur de la République, a d'ailleurs fait un rapport extrêmement intéressant, je trouve, sur l'état de la société française. Il est très intéressant parce qu'il est à la fois lucide
et plein d'espoir. Mais un des éléments très importants de lucidité, c'était bien, les gens ne savent plus demander de l'aide. D'où les difficultés sociales considérables dans lesquelles nous nous trouvons. Les gens ne savent plus, il y a beaucoup de choses qui existent pour aider les gens, ils ne savent même plus aller les chercher. Ce constat a été donné aussi par un ministre de la famille du Danemark qui avait dit « Attention, nous sommes rentrés dans un monde où on n'a plus conscience d'avoir besoin des autres. » Et donc le médiateur de la République, aujourd'hui président du CESE, rêverait bien que le débat qui ne peut pas se tenir dans les institutions qui sont pourtant faites pour, parce que non, on est réellement dans une confrontation, puisse se tenir au palais d'Iéna. Mais avec cette fois-ci une difficulté majeure, c'est que comme ça n'est pas une assemblée élue, ça n'est pas une assemblée démocratique. Les membres du Conseil économique et social, tous autant qu'ils sont des gens désignés. Il n'y a donc pas le pouvoir démocratique. Alors on ne peut pas à la fois reprocher à la Commission de Bruxelles, où il y a des gens nommés, de tenir à la gorge notre démocratie représentative, et puis dans le même temps souhaiter que ce soit le Conseil économique et social qui prenne tous les pouvoirs. La vérité, probablement, c'est que tout ça procède de cette fichue élection présidentielle dont je vous parlais, qui rend la France complètement folle tous les 3 ans, c'est-à-dire 2 ans avant l'échéance, et qui fait qu'on reconstitue un affrontement entre deux camps. Cet affrontement, nous en sommes aujourd'hui évidemment les victimes. Et puis la troisième crise que nous vivons, c'est naturellement une crise idéologique. Vous en avez parlé, elle est fort bien décrite par le grand rabbin de France dans sa réflexion sur le mariage pour tous, où il nous annonce, il nous dit très clairement, ce sont deux conceptions du monde qui s'affrontent, et il ne faut pas avoir peur de le dire, lui ne l'a pas écrit, c'est à l'évidence un monde avec Dieu contre un monde sans Dieu. On voit bien aujourd'hui que la famille telle que nous la concevons, et vous l'avez fort bien justifié, et le rabbin le justifie très bien, elle est tellement conforme à ce que nous comprenons de la Genèse, qu'évidemment, en face de nous, elle suscite une agression sans précédent. Parce que la vérité qui est derrière tout ça, c'est bien que c'est ce monde avec Dieu que nos adversaires récusent et récusent totalement, et ceci, comme je le dis en commençant, depuis la Révolution française, qui n'est pas finie. Le président Sarkozy avait imaginé qu'on aurait évacué les restes de mai 68. Eh bien, malheureusement, non. Ça a loupé. Ils nous reviennent sous une forme différente. Parce que quand on y pense, ce sont les mêmes qui, en 68, voulaient supprimer le mariage, c'est-à-dire les personnes homosexuelles. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, le demandent pour eux. Et l'objectif derrière, c'est bien, en effet, d'annuler toute espèce de différence qui pourrait provenir d'un don fait à chacun de sa propre personne, dont on ne peut pas dire autrement qu'il procède de Dieu. Ça, c'est insupportable pour nos adversaires. Et par conséquent, ils attaquent la famille d'abord avec ce projet de mariage pour tous, qui est une attaque directe sur la famille, parce que les conséquences de cette affaire, si elle passe, ça sera immanquablement que le mariage va tomber en désuétude. Or, il était l'institution de la famille, et si c'est bien l'institution de la famille, alors il y a gros à parier que c'est la famille elle-même qui va se déliter, sauf à des sursauts d'énergie considérables. On attaque la politique familiale et le Haut Conseil de la famille, dont le nombre de membres vient de façon totalement inaperçue pour tous, d'être porté de 52 à 61, c'est-à-dire par l'adjonction de 9 personnes par un simple décret du Premier ministre, les 9 personnes ajoutées étant des personnes qualifiées, ce sont tous des socialistes de gauche. Tous des sociologues de gauche. Voilà les 9 personnes qu'on rajoute, histoire de bien assurer les choses. Ensuite de ça, immédiatement, on donnait dans l'urgence, alors que le gouvernement précédent, et celui-là s'était peu préoccupé du Grand Conseil de la famille, créé par M. Fillon, on donne
au Conseil de la famille la mission de réformer en moins d'un mois la politique familiale, en tout cas de faire des propositions, avec 3 objectifs. Retour à l'équilibre le plus rapidement possible. La politique familiale, elle a été plombée par des dépenses qui ne nous revenaient pas, comme par exemple les compléments de retraite, etc. Deuxièmement, la rendre plus redistributive, mais pas entre ceux qui n'ont pas de famille ou même pas de famille avec enfants, mais redistributive au plan social. Autrement dit, une fois de plus, renoncer à l'aspect familial de notre politique familiale au profit du social, dont on voit bien naturellement que les dépenses explosent. Et puis, troisièmement, augmenter les efforts en matière d'accueil de la très petite enfance, avec cette idée qu'il faut d'urgence enlever les enfants à leur famille le plus tôt possible. Et quatrièmement, réfléchir à l'autonomie des jeunes adultes pour supprimer toutes les aides apportées à leur famille, à leur intention, de manière à les donner à eux directement pour qu'ils puissent le plus tôt possible, en effet, être autonomes et quitter leur famille. Donc cette politique familiale est réellement, cette évolution de la politique familiale est réellement une attaque en règle contre la famille, parce que la famille dérange nos adversaires. Ils ne leur font plus confiance. Et puis, vous avez l'autre attaque extrêmement grave dans le domaine de l'éducation. Et je rappelle cette lettre de M. Payon adressée au recteur d'académie. C'est une lettre, c'est pas une réponse à une interview, c'est pas un propos de hasard, c'est pas piégé par un journaliste. De façon spontanée, M. Payon a écrit au recteur d'académie « Le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. Nos mentalités ne plaisent pas à nos adversaires. » Et vous avez bien vu, à l'occasion de ce mariage pour tous, dans l'exposé des motifs présenté par Mme Taubira, cet exposé des motifs qui commençait par 2 mensonges qui étaient suivis d'une menace et qui se terminaient par un aveu, les 2 mensonges, le premier d'entre eux était que le mariage avait été le monopole de l'Église catholique. C'est une façon, d'abord c'est un mensonge, et ensuite c'est une façon de discréditer l'adversaire. L'Église catholique a fait son temps, elle n'a plus rien à dire sur ce sujet. Libérons-nous. Libérons-nous de cette contrainte insupportable d'un Dieu qui, même si les chrétiens nous disent qu'il est bon, d'un Dieu qui est une atteinte à notre liberté et à notre capacité de nous construire par nous-mêmes. Si chacun de nous ne se reçoit plus comme un don, alors comment serait-il un don pour les autres et la suite de notre histoire ? Benoît XVI avait dit des choses qui devraient bien nous faire réfléchir. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où chacun n'a plus assez de temps pour s'occuper de lui-même. On ne voit pas comment il en aurait pour s'occuper des autres. Au milieu de tout ça, et j'en terminerai là-dessus, je ne voudrais pas laisser, sur une note pessimiste, je semble vous donner l'impression que tout est perdu, et en effet, le petit chariot qui descend la colline des Vosges va s'écrouler. Au milieu de tout ça, il y a énormément de signes d'espérance, et ça me fait penser à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Si nous passons notre temps à essayer de lutter contre l'ivraie qui monte, nous ne verrons même pas le blé qui germe, et pourtant, il y a quantité de signes, et il faut bien reconnaître que ces agressions sont en train de réveiller une conscience saine et tranquille, celle qui est venue le 13 janvier, qui, j'espère, reviendra aussi, cette fois-ci, à l'endroit où on célèbre des victoires et non pas des défaites, c'est-à-dire aux Champs-Élysées, avec ce gros avantage, c'est que les Champs-Élysées, c'est finalement moins grand qu'on croit, mais plus facile à photographier. Nous pourrons donc être très nombreux là-bas, très nombreux de tous ceux qui commencent à avoir cette intuition, avancée par Jean-Paul II d'abord, puis Benoît XVI, aujourd'hui reprise fort bien par Tugdual Derville, le directeur d'Alliance Vita, sur cette écologie humaine, dont je préfère dire en effet écologie de l'homme, parce que écologie humaine laisserait entendre qu'il y a une autre écologie qui est inhumaine. Toute la question, elle est bien de remettre l'homme au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos ambitions, au cœur de la politique et au cœur de la famille. C'est tout ce que je nous souhaite. Merci.